Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre devant la permanence de la députée de la 7e circonscription du Var, car elle a décidé de vous remettre la médaille de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui a prévalu à cette décoration ? Écoutez, vous dire que je suis surpris serait présomptueux, parce que moi je ne suis surpris que parce que les gens sont capables de se battre ou de détruire tout ce qui peut exister. Et donc je pense que leur énergie serait mieux placée à essayer de construire. Je dirais simplement que j'ai été étonné. Étonné parce que lorsque j'ai eu sa collaboratrice au téléphone qui m'a indiqué que Mme Guérel envisageait de me proposer la remise de cette médaille, j'ai pas vu de premier abord sur quel mérite je pouvais disposer, hormis celui d'être un parmi les millions de bénévoles qui agissent dans le cadre de la précarité auprès de l'ensemble des personnes mal logées ou simplement auprès des personnes précaires dans toutes les précarités du terme. Donc je suis un parmi tant d'autres. Alors, nous vous rencontrons 65 ans jour pour jour après le discours de l'abbé Pierre. Qu'avons-nous fait de ce discours ? On l'a mis dans des archives et puis on leur sort des archives de temps en temps, tous les 1er février, et puis de temps en temps comme ça. Mais fondamentalement, alors bon, on peut exagérer. Moi, j'avais 8 ans à l'année de l'abbé Pierre, de cet appel. Avec mes parents, nous vivions dans un appartement qui serait dit non décent à l'heure actuelle, presque insalubre, mais c'était l'issue de la guerre, et donc on se logeait comme on pouvait. Donc il y a quand même eu des améliorations, faut pas dire. Mais on a quand même des grosses difficultés, et quand on voit le nombre de gens qui sont sans logement, 3 millions 9 de mal logement en France. Pratiquement 4 millions, 1 million de plus en 10 ans, 200 000 personnes qui n'ont pas du tout de logement, c'est-à-dire plus 50% aussi en 10 ans. On se dit qu'il y a peut-être quand même des oublis quelque part. Alors, voilà. Si on ramène le propos au département du Var, quelle est la situation dans le département actuellement ? Dans la situation dans le Var, moi je parlerai plus particulièrement de l'habitat indigne, puisque c'est un petit peu le sujet sur lequel on voulait rebondir par rapport à ce qui se passe à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône. Le Var, il y a peut-être des choses, alors je vais mettre des guillemets dans les termes que j'utilise. Marseille, c'était quand même un drame spectaculaire au sens étymologique du mot. Dans le Var, on n'est pas dans cette situation-là, globalement. Ou du moins, se focaliser sur un endroit qui pourrait être comme ça. Mais en réalité, le Var dispose d'une quantité très importante de logements indignes. C'est-à-dire qu'on a à l'heure actuelle répertorié 52 600 personnes qui vivent dans un logement du parc privé potentiellement indigne sur l'ensemble du département. Donc au niveau de la France, le pourcentage de personnes qui sont dans cette situation-là est d'environ 5%. Dans le Var, ça fait 5,1%, mais avec des disparités territoriales particulièrement marquées. C'est-à-dire que par exemple, du côté de la Cavem, Fréjus, Saint-Raphaël, etc., on est à environ 3,5%, ce qui est quand même logique par rapport à ce qu'on constate du type de l'habitat, puisqu'on est beaucoup en résidence secondaire, on est beaucoup dans un territoire plutôt aisé, donc on n'a pas ces problématiques. Et on se retrouve dans des hauts pays, par exemple, Var-Verdon, où on est à pratiquement 9%. Cœur du Var, qui est juste à côté, est à 8%, avec des territoires où, par exemple, on a des problèmes au Luc, à Cuers et ailleurs. Donc on a des grosses problématiques d'habitat indigne. Mais on nous dit souvent que la construction de logements sociaux coûte cher. Est-ce que c'est une analyse suffisante ? Alors c'est une analyse qui est fausse. Et là, je compte bien le dire à Madame la députée, puisque depuis quelque temps, le président de la République nous déclare, alors, il n'a pas utilisé ce terme de pognon de dingue, mais on pourrait le rapporter, il dit que l'État investit 40 milliards dans le logement. Le logement coûte 40 milliards à l'État. Il voit que la dépense, il ne voit pas les recettes. Le logement rapporte globalement, les recettes du logement sont de pratiquement 75 milliards d'euros. Ce qui fait que moi, quand je fais la balance,
ben, je m'aperçois que, non compris la partie emploi. Mais en termes strictement financiers, on a un rendement, pour un investissement de 40 milliards, on a un bénéfice de 35 milliards. Bon, ben, je ne vois pas beaucoup même d'entreprises du CAC 40 qui redistribuent autant de dividendes à ses actionnaires. Donc ce que nous dit le président de la République, c'est fou. Mais comment expliquer alors la situation? Puisque ça rapporte plus que ce que ça ne coûte, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de volonté politique pour que chacun puisse avoir un toit au-dessus de sa tête? Il y a des volontés politiques, mais qui traînent les pieds. Alors, il y a quand même des choses qui s'améliorent, qui vont mieux. C'est dur, c'est long. On s'aperçoit dans notre département, dans cette circonscription en particulier, on a quand même une majorité de communes, si on extrait la Seine, on a une majorité de communes qui sont quand même carencées en termes de logements sociaux, avec des élus qui traînent les pieds. Bon, l'application des pénalités fait que ça bouge. Alors, il joue sur le fait de dire, il faut... Alors moi, je ne suis pas un ayatollah de la loi SRU, hein, ça va peut-être choquer, mais c'était valable il y a 20 ans quand la loi a été promulguée, a été faite parce qu'il fallait faire bouger les choses. Maintenant, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Je crois qu'il faut adapter la construction aux besoins du territoire. Ça ne sert à rien de construire des logements sociaux à Vichy ou à Besançon. Voilà. Par contre, là, dans notre région, eh bien, il y en a besoin. Alors, il y a un préfet précédent, le préfet Guérel, qui avait donné la possibilité, notamment dans la 7e circonscription, de travailler à l'échelle intercommunale. Est-ce que cette solution vous paraît amener du positif dans ce dossier? Oui, et je pense qu'il y a des collectivités, il y a des communautés d'agglo qui se sont saisies de ces plans locaux d'urbanisme intercommunautaire parce que ça permet de répartir un peu mieux les choses. Il y a des territoires qui ont du foncier, d'autres qui n'en ont pas. C'est un petit peu dommage d'imposer des règles à des territoires où il n'y a pas de foncier, où il y a des problématiques de risque d'inondation, de risque d'incendie, etc. Puis d'autres qui sont un peu plus libérés de ça, et donc de travailler dans le collectif. Moi, c'est cette histoire de dire moi je suis dans mon territoire, je fais ceci, je fais cela, on oublie quand même qu'on est en France et que tous les Français doivent être traités à peu près au mieux de façon équitable. Et donc ces petites volontés de petits territoires, on n'est pas au Moyen-Âge où il y avait le comte du secteur qui régentait un petit peu son territoire. Donc la solution de passer à l'échelle intercommunale me semble une bonne solution. Eh bien écoutez monsieur, je vous remercie, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. Merci.